Bonsoir à tous. L'invitée de l'entretien du jour est chercheuse. Elle est camerounaise. Cette année, elle s'est vue décerner le prestigieux prix Jeune Talent Afrique subsaharienne lauréat l'UNESCO. C'est un prix qui récompense l'excellence scientifique. Agnès Antoinette Ntumba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me demandais ce que ce prix avait changé dans votre vie tout d'un coup. Ah, vraiment, ce prix a tout changé parce que je suis devenue une célébrité des réseaux sociaux. Je suis devenue une célébrité dans le monde de la recherche. C'est quelque chose de nouveau. Il faut que je m'habitue ou alors que je me cache. Ne vous cachez pas. Est-ce que je peux vous féliciter parce que ce n'est pas évident d'obtenir ce prix? J'ai même entendu dire que vous avez dû affronter beaucoup de regards négatifs et presque d'avis négatifs à votre sujet quand vous avez entrepris des recherches. Oui, vous savez, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, une femme, une épouse, une mère, c'est pas évident qu'elle soit toujours acceptés dans les équipes de recherche parce que les hommes se disent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sera disponible, qui veut faire le terrain. Donc, du coup, la femme est déjà mise à côté, elle n'est pas respectée parce qu'on se dit qu'elle n'aura pas le même rendement qu'un homme. Donc, j'ai dû chercher très loin dans moi, prouver que je peux. Et je pense que le couronnement, c'est le prix que je reçois, que j'ai reçu depuis lundi. Du coup, est-ce que vous considérez ce prix comme une petite revanche de cette stigmatisation dont vous avez été victime du fait de votre genre, tout simplement? Ah, mais pas une petite revanche, une grande revanche. Parce que actuellement, cette stigmatisation, je pense qu'elle va beaucoup, peut-être va même disparaître parce que ce prix me permet de redonner confiance aux jeunes filles, aux femmes, aux mères qui voulaient continuer et qui se sont vues bloquées parce c'était un problème de genre, et aussi au niveau de la gente masculine qui va se dire, tiens, on n'avait pas vraiment fait le bon choix, les femmes aussi peuvent, si cette dame a pu, avec toutes ces autres activités, ça veut dire que maintenant, il faut qu'on revoie notre politique et qu'on puisse redonner la chance maintenant, revoir une égalité du genre dans les sélections. C'est une satisfaction personnelle et je l'entends dans votre voix, on le voit aussi sur votre regard, dans votre regard, mais au-delà de ça, j'imagine aussi que ce n'est pas un aboutissement pour vous, au contraire, pour la doctorante que vous êtes, c'est un encouragement. Ah oui, c'est un grand encouragement. Ce prix me permet de revoir tout ce que je dois accomplir parce que je ne suis qu'au début de ce que je voudrais accomplir. Parce que ce projet, c'est un grand projet qui va aller à long terme. Parce que si nous comptons utiliser toute la flore dont regorge le Cameroun, nous ne sommes qu'au début de notre aventure. Donc, je ne peux que dire que ce n'est que le début d'un encouragement, mais un encouragement vraiment important. Parce qu'il va permettre vraiment déjà à notre gouvernement, à d'autres structures de pouvoir nous appuyer, d'être convaincus, parce qu'en fait, dans la recherche, il faut convaincre. Et je pense qu'avec ce prix, je suis en train de convaincre que ce que je fais, le travail que j'essaie de mener, les travaux que nous essayons avec le laboratoire dans lequel je travaille, nous essayons de convaincre, parce que les policymakers ont besoin d'être convaincus avant de s'engager avec qui que ce soit. Je vais peut-être expliquer à nos téléspectateurs que vous avez été récompensé à cause de vos travaux sur des pesticides 100% bio, c'est ça, hein? Nous n'allons pas dire pesticides parce que si on dit pesticides, déjà encore, c'est un peu comme si on parlait d'un truc chimique. On va dire larvicides. Moi, je préfère appeler ça un larvicide parce que ça agit directement sur les larvicides. Mais l'OMS, c'est vrai, parle d'insecticides. Mais je pense qu'on va reformuler un larvicide parce que nous souhaiterons déjà attaquer le problème à la base du vecteur. Parce que plusieurs études sont centrées sur le moustique adulte. Mais nous avons essayé de comprendre que si nous réduisons le vecteur à l'état larvaire, nous allons réduire le nombre d'émergences. Ça veut dire moins d'adultes moustiques et moins de transmission. Donc, c'est un larvicide que nous essayons de mettre, un larvicide bio à partir des plantes. Ce que vous essayez de faire, c'est de dire on peut combattre le paludisme autrement que par des produits chimiques.
Oui. Exactement, c'est ce que nous essayons de prouver. Bon, nous avons déjà prouvé puisque nous avons des résultats qui ont été disséminés dans des publications, dans des journaux sérieux et lors des conférences, dans plusieurs conférences nationales et internationales. Donc maintenant, il faudrait que nous soyons accompagnés parce que c'est vraiment une innovation, nous pourrons dire mondiale. Le paludisme, c'est une maladie qui tue et qui tue réellement. Et il faut accompagner ceux qui s'occupent du diagnostic, du traitement et par la même occasion, ceux qui font dans les luttes antivectorielles. Et le plus important dans la lutte antivectorielle, c'est de diminuer la quantité d'utilisation des produits chimiques, les insecticides, les répulsifs, etc. Ce ne sont pas des produits qui sont bons pour l'environnement ni pour l'homme. Et nous décidons de voir d'autres axes de recherche qui vont permettre de produire un insecticide, un larvicide bio à partir des plantes qui ne coûtent pas cher, qui sont à notre portée et qui sera moins coûteux, respectueux de l'environnement et peut-être même faisable par tout le monde à la longue. Réalisable, quoi. Oui. Madame Toumba, quand on se met en tête de prouver l'efficacité des plantes dans la lutte contre, on va dire, contre le paludisme, quels sont les obstacles qui se dressent devant soi tout d'un coup comme ça? Déjà, on a les problèmes avec... je ne prendrai pas le cas de la recherche, je prendrai le cas des firmes pharmaceutiques. Vous savez que le paludisme, c'est un grand sujet de travail à tous les niveaux. Donc, si vous ramenez maintenant l'utilisation des plantes, alors que des firmes ont misé beaucoup d'argent pour des insecticides, pour les moustiquaires imprégnés, etc., du coup, vous serez freiné dans la recherche, vous serez freiné dans votre mouvement, dans votre élan, parce qu'on va se dire, tiens, celle-ci va faire en sorte que notre business n'avance plus, etc. Pourtant, je pense qu'à un moment, on doit tenir compte que nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun et il y a un problème de pauvreté extrême. Il faut soulager les populations. Il faut amener vers les populations le coût le plus bas possible pour que les populations soient à mesure de se protéger. C'est un peu ce que nous essayons de faire. Est-ce que ce que vous venez de me décrire, vous l'avez vécu personnellement? Je veux dire que je l'ai vécu personnellement lors des conférences, en fait. Parce que quand on va à des conférences, surtout internationales, on n'accorde pas du crédit. Quand vous parlez des plantes, comment est-ce que vous pouvez utiliser des plantes pour combattre pour intervenir dans l'éradication du paludisme? Les gens sont plutôt intéressés par des grands titres de recherche comme la génétique, le moustique stérile, etc. Parce que, bon, on se dit, votre sujet n'est pas intéressant. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que si on accorde de l'importance à votre sujet, ça va beaucoup déranger. Donc, du coup, pendant les conférences internationales, bon, on vous accorde juste un petit espace pour parler d'un poster ou bien rarement d'une communication orale. Parce qu'on a peur d'être reconnu. Et aujourd'hui, le Plus Haut Réal permet que ces travaux soient reconnus sur toute l'étendue nationale et internationale. C'est une porte ouverte d'une grande efficacité pour vous désormais. Et il va falloir s'engouffrer dans cette porte-là. Quelle est la prochaine étape alors? La prochaine étape, c'est de voir comment nous pouvons mettre ce produit sous une formulation quelconque pour qu'elle soit à la disposition des populations sur le marché. Déjà aussi, il faut rappeler que les populations doivent être sensibilisées et éduquées parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment que faire face à des étendues d'eau tout autour d'elles parce qu'il y a la gestion des zones humides. Et c'est très important d'éduquer déjà les populations. On a éduqué les populations comment se protéger contre le moustique adulte, mais on n'a pas éduqué les populations comment se protéger contre les gîtes larvaires. Parce que c'est de là que tout part. Si on a moins de larves, on aura moins d'adultes. Et si on a moins d'adultes, on aura moins de transmission. Et la plupart des gîtes larvaires sont proches des maisons, proches des domiciles. Donc, il est important d'éduquer les populations sur la gestion des zones humides, donc des gîtes larvaires, tout comme on l'a fait avec la gestion des moustiquaires, des adultes, des moustiques adultes. Donc, c'est la prochaine étape, éduquer les populations. Madame Toumba, juste, ça c'est une parenthèse dans l'interview. Est-ce que vous-même, vous avez commencé à bénéficier des fruits de vos travaux à la maison, ne serait-ce qu'à la maison? Déjà à la maison, je tiens ici à dire merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. C'est déjà ma famille à la maison. Parce qu'au début, ce n'était pas facile. Quand il faut faire des récoltes,
C'est eux qui portaient toutes mes récoltes de larves. Donc, à la maison, chacun de nous sait déjà comment identifier un gîte larvaire. Et déjà, le fait d'identifier un gîte larvaire permet de savoir comment est-ce qu'on peut combattre les larves qui vont émerger de ce gîte. Ça veut dire que ma fille ou l'une de mes filles sait déjà que si elle voit un gîte larvaire, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Et si elle sait déjà ce qu'elle doit faire, du coup, je bénéficie déjà de mon travail parce que c'est une question d'abord d'éduquer les populations. Et quand les populations sont éduquées, quand ma famille est éduquée, c'est déjà un bénéfice parce que du coup, on réduit la gestion, on automatise déjà nos mouvements en ce qui concerne la gestion des zones humides. Ce que je suis en train d'entendre entre les lignes là, c'est qu'il n'y a pas une solution, c'est un ensemble de choses qui pourraient permettre d'éradiquer un jour le paludisme du continent. Déjà, ce que je tiens à dire ici, c'est que beaucoup d'efforts sont faits dans ce sujet pour éradiquer le paludisme, la transmission, le diagnostic, etc. Même certaines méthodes de lutte anti-larvaire. Mais je pense que le travail que moi et toute notre équipe, nous sommes en train de mener aujourd'hui, est une innovation qui va aider, qui va booster et qui va recadrer la lutte contre le paludisme. Et nous pourrons vraiment commencer à parler d'éradication parce que si notre travail est vraiment utilisé à la hauteur de ce qu'il est, je pense que dans quelques années, nous n'aurons plus à parler de paludisme au Cameroun et en Afrique. Vous allez donc poursuivre les recherches avec le professeur Lehmann, c'est ça? Oui, oui. Et toute l'équipe de recherche aussi. Le professeur Lehmann, c'est mon encadreur, mais on a toute une équipe de recherche parce que c'est tout un travail d'équipe. Il faut bien compter les larves, il faut bien aller faire des récoltes, il faut bien aller faire des analyses dans des laboratoires. Donc, c'est toute une équipe qui est supervisée par le professeur Lehmann et le professeur Yann Meva. De quoi avez-vous besoin désormais pour la prochaine marche aujourd'hui, pour que les fruits de vos travaux ne soient pas juste confinés dans des livres ou plutôt même dans un laboratoire et qu'on n'en bénéficie jamais? Ah, mais non, rassurez-vous, ils ne seront jamais confinés dans un livre, hein? Parce que déjà, même dans ma famille, de temps en temps, on prépare quelques petites potions. Là, on teste sur les petits gîtes qui sont tout autour de la maison. Et dans mon budget de l'année prochaine, j'avais prévu organiser un workshop pour éduquer les populations et préparer quelques solutions déjà avant de trouver la formulation finale. Donc, dans le PIF, là, nous avons sincèrement, la recherche demande beaucoup de moyens financiers. Et jusqu'à présent, les moyens financiers, je ne les ai pas reçus. Je me suis toujours débrouillée avec ce que j'avais et ce que les uns et les autres m'apportaient comme aide financière. On a besoin de moyens financiers pour vraiment travailler et sortir cela sur une formulation immédiatement utilisable. Et pour le moment, elle est utilisable. Mais maintenant, il faut passer à la phase des tests des grandes échelles ou de semi-échelles parce que le produit au laboratoire, on a commencé d'abord sur le terrain avant de revenir au laboratoire. Maintenant, il faut réajuster les concentrations. Pour réajuster les concentrations, il faut certainement augmenter soit le volume de l'un ou l'autre des constructions qui peut être l'extrait de la plante. Et ça, il faut avoir déjà des plants. Donc, il faut mettre sur pied des plantations parce que quand on va augmenter le travail, il ne faut pas que j'aille chercher les plantes dont j'ai besoin par-ci, par-là. Il faut qu'on ait un verger où on se ravitaille directement. Ça veut dire que nous avons besoin des moyens pour mettre le projet sur pied. Et si le projet est mis sur pied, on n'a plus besoin de rien d'autre. Parce que tout est déjà là, les résultats sont clairs. Ce n'est qu'une question de passer à la phase de pratique. Depuis la création du prix international L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, on dit qu'au moins 3 personnes ont déjà reçu le prix Nobel. Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez désormais? Oh, je suis vraiment... J'ai même jamais rêvé d'avoir le prix L'Oréal. Je pense que mon travail pourra décider de moi, pour moi, en fait. Vous ne rêvez pas plus grand que ça pour l'instant? C'est ça? Je n'ai pas dit que je rêve pas plus grand. En fait, rentrer au laboratoire tous les jours de ma vie, c'est mon rêve. Et ce rêve va commencer avec le prix L'Oréal et je crois qu'il va continuer avec d'autres prix plus grands que celui-là. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il est désormais facile de concilier la vie de mère, d'épouse et de chercheuse désormais médiatisée comme vous l'êtes devenue?
Vraiment, il faut faire la part des choses. La part des choses, c'est que quand je suis au labo, je suis au labo. Quand je suis à la maison, je suis mère épouse. Quand je suis en train de faire ma littérature pour ma thèse, je suis étudiante. Quand je suis avec mon encadreur, je suis étudiante. Donc, j'essaye de faire chaque chose à son temps. Et tout comme par rapport avec cette interview, j'ai choisi un moment où j'avais rien à faire. Parce que je peux pas laisser un protocole en suspense parce que je vais aller répondre ou bien satisfaire une interview pour un journal quelconque. Sinon, je vais biaiser mes résultats. Et ce pourquoi je suis reconnue aujourd'hui sera mis en retrait. Et c'est ça que je ne souhaite pas. Donc, chaque chose est faite en son temps et chaque chose sera faite en son temps. Agnès Antoinette Ntumba, merci. Demeurez dans cette sagesse. Merci infiniment d'avoir été en duplex avec nous depuis le Cameroun. Je rappelle que vous êtes chercheuse, doctorante à l'Université de Douala, option biologie et physiologie des organismes animaux. Vous êtes lauréate, évidemment, du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique subsaharienne. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud.